comprendre qu'il y a une forte partie de la population, pour ne pas dire une partie, grande partie de la population, qui n'est pas du tout favorable à son quatrième mandat. Cela ne veut pas dire que tout ce monde-là, il pense que M. Ouattara a échoué. Non, ce n'est pas le cas. That's not what we are talking about here. We are talking about going for the fourth term. C'est le quatrième mandat qui pose problème. Et puis l'âge avancé de M. Ouattara, selon lui-même ses déclarations au fil des années, il a été très clair qu'à 80 ans, on ne peut même plus maintenant diriger un pays. Mais pourquoi lui, à 83, il veut donc diriger un pays? Voilà ce qui pose problème. Donc, cher ami, l'émission que nous allons donc faire, c'est un peu, M. Ouattara, parti, c'est gagné. Vous comprenez? Ça dit parti aujourd'hui, c'est gagné. Et je l'ai toujours dit, ça me met tellement mal à l'aise avoir fait donc une émission où je suis obligé donc de critiquer, mettre M. Ouattara sur le même pied d'égalité que tous les candidats. Parce qu'il a été donc chef d'État, ou bien chef d'État, étant chef d'État pendant au moins près de 15 ans, il a posé des actions sur le terrain. Des actions critiquables, mais toujours est-il qu'il a un bilan. Vous comprenez? Au point de vue du développement économique, il y a eu beaucoup d'avancées. La seule chose que nous reprochons à M. Ouattara, c'est donc n'avoir pas du tout pensé réellement à l'indice de développement humain. C'est-à-dire que le capital humain, la personne même, ne faisait pas trop partie du programme de M. Ouattara. Citons donc les embellissements, la construction, les grands travaux. Those one, don't get me wrong, are definitely great ideas, good things for the Ivory Coast. We really understand that, but we're not talking about that now. On parle de l'indice de développement humain qui comprend l'éducation, l'espérance de vie, la santé, vous comprenez? C'est-à-dire la population, comme le disent eux-mêmes les Ivoiriens, on ne mange pas goudron. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, on ne mange pas goudron, certes, mais la route précède le développement. Vous comprenez? Vous avez une mine d'or qui se situe dans un petit village, il n'y a pas du tout de route. Alors, vous allez faire comment pour aller certainement exploiter la mine d'or? Donc, la route précède le développement. Donc, certes, on le dit comme ça, mais en réalité, ladies and gentlemen, sans route, c'est assez difficile d'aller à un développement. Donc, chers amis, ce que nous disons aujourd'hui pour dire à M. Ouattara, parti, c'est donc gagné. Alors, je profite de cette occasion pour nous dire que M. Patrick Hachi est devenu exclusivement donc ivoirien. Cela veut dire quoi exactement? Bah, je ne saurais vous le dire. J'ai toujours pressenti Patrick Hachi comme le candidat, pour moi, le mieux placé pour remplacer M. Ouattara. Voilà. Mais au niveau du RHP, puisqu'on a parfois l'esprit clanique, la candidature de M. Patrick Hachi n'était pas très considérée. Mais quand on regarde au niveau du RDR devenu donc RHTP, c'est lui qui, pour moi, pourra certainement faire l'affaire. Voilà, donc les gentlemen. Donc voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire. Donc le titre de notre mission, c'est clair, c'est M. Ouattara, parti, c'est donc gagné dans une telle situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, ce que je vais dire, donc, chers amis auditeurs, aujourd'hui, je vais certainement dire, disons, je vais demain m'adresser donc à un seul homme, mais aussi à toute la nation, cher ami. Je parle du président Alassane Ouattara. Pas pour l'insulter, pas pour le calomnier, vous comprenez? Pas pour régler aussi des comptes, mais aussi pour lui dire donc une vérité aussi simple. Il faut donc savoir partir à temps. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Il faut savoir partir à temps. Il faut avoir une très bonne lecture des choses. La population est en train de vous dire, c'est pas parce que ceux qui sont sortis là vous détestent tous. Il y a beaucoup qui étaient dans la manifestation qui ne sont pas pour le quatrième mandat. Cela ne veut pas dire que M. Ouattara, vous avez échoué. Vous comprenez? Il faut savoir partir à temps. Ce quatrième mandat est ridicule. Ceux qui vous ont encouragé à rentrer dans ce quatrième mandat ne vous ont pas rendu service.
Ce 4 mandats est ridicule. It doesn't make any sense. Et accepter même, c'est nous-mêmes nous détruire, c'est-à-dire qu'on ne croit plus aux vertus de la démocratie, aux vertus de l'alternance. This is what is about here. Comprenez? This is what is about here. Ça n'a rien à voir à M. Ouattara travailler ou n'a pas travaillé. Non. Notre constitution est claire. On a accordé un 3e mandat de façon guassou, avec les conditions que nous connaissons, même si la constitution ne permettait pas. Mais aller à un 4e mandat, non, on ne peut pas accepter cela, M. Ouattara. Ça n'a rien à voir avec vous aimer ou ne pas vous aimer. Mais il faut savoir partir. Dans la vie, comme dans la politique, il y a des moments où rester devient donc plus coûteux que partir. Et dans l'histoire, les grands hommes sont ceux qui savent quitter la scène avant que le rideau ne tombe sur eux. Vous prenez l'exemple de Nelson Mandela. Après avoir parti près donc, de 29 ans en prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Les Noirs contrôlent le pays après donc de 80-90%. Donc, une élection, Nelson Mandela peut gagner. Mais après son premier mandat, il a compris qu'il est resté longtemps en Afrique. Il a compris que rester encore au pouvoir, il risque même de faire mal au pays. Il a analysé la situation. Il a décidé de ne pas aller à un 2e mandat. Aujourd'hui, Nelson Mandela est l'une des personnes les plus célébrées donc, au monde. Vous comprenez? Imaginez-vous un seul instant, nos amis du RDR, RHTP qui nous écoutent, même s'ils sont peu nombreux. Imaginez-vous un seul instant que M. Ouattara appelle tous ces grands opposants, puis s'assoit autour d'une table avec Laurent Gbagbo, avec Tigam Thiam, je préfère prendre les deux là, et qui discutent. Même si la discussion doit faire moins 2 ou 3, 4 jours, ils trouvent un terrain d'entente. S'il y a des élections libres et transparentes, celui qui gagne dirige la Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara prend l'opinion publique à témoin, prend les Ivoiriens à témoin, pour leur dire ce que nous avons continué là. Ne permettons pas que l'instabilité, ne prenons plus l'instabilité dans notre pays. On doit toujours parler de progrès. Celui qui arrive doit pouvoir faire mieux que celui qui était là. C'est de cette manière qu'on pourra réellement développer le pays. C'est ce message que ceux qui sont autour de M. Ouattara doivent le lui dire. Mais pas forcément, croyez-moi, tout ce monde autour de lui, de vautours, qui sont tellement grossiers qu'ils n'ont pas envie donc de perdre le pouvoir. Ils n'ont pas envie de compétir. Ils veulent toujours rester là, profiter du rattrapage, maintenir les autres dans la misère et eux-mêmes grossir. Voilà le vrai problème de l'Afrique. Donc, dans cette situation, donc, monsieur le président Ouattara, c'est maintenant que tout se joue. Ce n'est pas demain. It's now. You have to make up your mind. You have to decide exactly what's really good for the country. Not ready for people around you or your circle around you. It's behavior cause. It's the population. What do really the population want to hear? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes arrivé donc au pouvoir avec donc une promesse donc de paix et de réconciliation. Vous avez donc reconstruit donc des routes, des ponts, des écoles. Vous avez donc bénéficié donc d'un soutien international que peu de chefs d'État africains ont eu. Vous avez réalisé, mais le capital économique, ou même, j'allais dire, mais le capital même politique d'ailleurs, ça ne dure pas éternellement. Chaque jour de trop au pouvoir use. Vous comprenez? J'allais dire même l'use même, c'est ça. L'efface. Le remplace donc par une image d'acharnement. Et vous êtes dans cette situation où les gens ne perçoivent plus ce que vous aviez fait. Mais réellement, ce que vous n'avez pas fait est peut-être le mal. Et dès lors, tout ce que vous avez pu réaliser
les gens commencent à fermer les yeux. Imaginez-vous qu'il y ait donc des manifestations, qu'il y ait donc des morts. Monsieur Ouattara, vous allez partir dans la honte. Vous allez créer encore le cafouillage dans ce pays. Vous comprenez? Les mauvaises personnes risquent encore de s'installer dans ce pays. Et tout le travail que vous avez fait ne sera donc à zéro. Je l'ai dit tout à l'heure. Regardez Mandela. Un mandat, il est parti. Résultat, son nom est synonyme donc de grandeur. À l'inverse, regardez ceux qui s'accrochent au pouvoir et ceux qui finissent par être chassés, comme on l'a vu avec Ali Bongo, dans toute la honte. Voir sa famille, sa femme en prison. Vous comprenez? Il faut savoir partir. La paix et la démocratie avant tout, M. Ouattara. La paix et la démocratie avant tout. La démocratie, ce n'est pas juste des élections. C'est aussi garantir l'alternance. C'est savoir que donc, le fauteuil présidentiel appartient donc au peuple, pas à un individu, pas à un entourage. En Côte d'Ivoire, ladies and gentlemen, nous sortons donc à peine donc des plaies ouvertes par donc la crise post-électorale de 2010-2011. Un quatrième mandat, c'est ouvrir donc les blessures, M. Ouattara. C'est prendre donc le risque de replonger donc le pays donc dans la méfiance et la division. La paix, ce n'est pas donc un acquis définitif. Elle se cultive chaque jour, les gentlemen, et parfois, la meilleure façon donc de la protéger, c'est donc de savoir partir. Vous comprenez? Partir ne veut pas dire que vous avez échoué, M. Ouattara. Partir ne veut pas dire que vous avez perdu, vous avez tout perdu. Il faut mettre son ego de côté. Le pouvoir appartient au peuple. Et il faut savoir partir, respecter les principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. Je prends toujours l'exemple. Quand Henri Konan Bédié avait perdu donc le pouvoir, il y a certaines personnes qui ont dit à M. Bédié, il y a une autre manière encore pour vous maintenir au pouvoir. Mais il aurait plusieurs morts. Bédié a dit quoi? Si c'est pour tuer un Ivoirien, deux Ivoiriens, je ne vais jamais l'accepter, je préfère partir. Henri Konan Bédié est parti. C'est de ça qu'il faut savoir donc partir. Donc, même partir encore, il faut savoir partir, mais volontairement. Pas être poussé dehors, mais savoir partir volontairement. Et ça, c'est important. Imaginez-vous cette mobilisation que vous aviez vue dans la peur. Mais imaginez ce monde dehors. Sans sardines, 105 000, 110 000, sans convoyage donc de véhicules, les gens sont sortis dans la peur. Et nous avons pu avoir, disons, entre 50 000 et 500 000 personnes dans la rue. Donc, imaginez-vous un seul instant que ces populations sont libres de sortir et manifester. Ce nombre sera doublé, M. Ouattara. Ce nombre sera doublé. Vous devez réellement comprendre, M. Ouattara, que le temps est arrivé de partir. Comprenez? Vous ne pouvez pas tout tuer, tout ce monde-là. Et ce monde dans la rue, vous commencez à tuer, ce monde, vous commencez, les militaires commencent à tirer, ça devient le cafouillage, la porte ouverte à tout. Et vous risquez donc de partir dans la honte. Et en partant dans la honte, ça ne sera pas le plus intelligent, le plus fort qui restera. Le plus intelligent ou bien celui qui est capable de diriger le pays qui restera. Ça sera certainement le plus fort, soit peut-être un voyou. Un voyou qui sortira de nulle part, qui prendra le pays et tout le travail que vous avez fait reviendra à zéro. Et vous risquez même, pourquoi pas, même des poursuites et tout ça. On n'a pas envie de ça. On veut l'image qu'on a de M. Ouattara, là, même si on l'aime, on n'aime pas, que l'image là reste. Vous comprenez? Si vous faites un geste pour garantir la démocratie et la paix, les Ivoiriens que je connais là vont vous protéger. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autres pays là. Les Ivoiriens vont vous protéger. Demain, s'il y a quelqu'un qui vient contre votre mémoire, les Ivoiriens lui diront ça va. Il a fait pour lui, il est parti. Fais pour toi. Il faut laisser Ouattara tranquille. Donc, de ce côté-là, n'ayez pas peur, M. Ouattara. Les leçons de l'histoire ivoirienne sont là.
Houphouët-Boigny a un long règne, mais dans un contexte différent. Le père des indépendances, aimé partout, dans toutes les familles, tout le monde a vu Houphouët-Boigny aider la Côte d'Ivoire à avoir l'indépendance. Donc lui, il a bénéficié de beaucoup de son aura et de ça. Mais le contexte était très différent, avec une autorité naturelle et une aura incontestée. Henri Konan Bédié, renversé. Il n'a pas su certainement partir sereinement ou bien créer donc les conditions. Laurent Gbagbo, il a refusé donc de reconnaître sa défaite, en guillemets. On connaît donc la suite. Le général Gueye, on connaît la suite. Aujourd'hui, M. Ouattara, vous êtes la croisée donc des chemins. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas aussi partir comme les autres. Si vous partez un homme respecté, soit vous forcez donc un passage qui pourrait donc laisser donc la nation fracturée. Et vous n'avez pas, vous ne voulez pas cela. Parce que ce contrat 4 mandats ne sera pas du tout accepté. Et permettez-moi donc d'être clair, M. Ouattara. Vous vous réclamez donc souvent donc, de votre lien avec donc, le président Félix Houphouët-Boigny, votre bienfaiteur, celui qui a fait de vous ce qui vous êtes. Houphouët-Boigny avait donc le sens de l'histoire. Il savait donc qu'un chef doit parfois donc se mettre de côté pour préserver donc la paix et l'unité. Il aurait donc certainement préféré vous voir donc au parti ou quitter donc le pouvoir, quitter donc la scène en protecteur donc de la nation, plutôt qu'un acteur donc d'une crise. Et la crise aura bel et bien lieu si vous restez. Parti aujourd'hui, ce serait donc honorer donc la mémoire de celui qui vous a fait confiance et montrer que vous êtes resté fidèle à son héritage. Regardez-vous, M. Ouattara, on vous a vu, marcher devient compliqué. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas les autres pays où les gens 80, ils peuvent forcément. Non, la Côte d'Ivoire de maintenant, là, les Ivoiriens ne feront plus de cadeaux au président, au nouveau président. Monsieur Ouattara, vous n'avez même plus besoin d'être là. Vous devez être le grand-père, celui qu'on doit se référer, celui qui, quand ça n'y va pas, on va consulter. Mais faites cela, monsieur Ouattara. Vous voulez rester encore là pour permettre à d'autres personnes qui disent qu'ils sont restés là pour 50 ans. Et les autres vont faire quoi? C'est ça la démocratie, là? Vous vous êtes battu longtemps pour une démocratie, c'est ça? Venez nous installer une monarchie qui ne dit pas son nom. Ou bien régionaliser donc le débat politique. Non. C'est pas pourquoi vous êtes là. Les Ivoiriens ne sont pas morts réellement pour ça. Vous avez parlé de la démocratie, des vertus de la démocratie. Et comme je le dis, les signaux d'alerte sont là, M. Ouattara. Regardons donc autour donc, de nous. Arrestation donc d'opposants, manifestation donc interdite, climat donc tendu. L'ONU, l'Union européenne, les ONG, tous appellent donc à des élections donc inclusives. Même au sein donc de vos alliés, certains donc montrent des signes d'impatience. Vous comprenez, M. Ouattara? Rester coûte cher. Perte donc de crédibilité donc internationale. Moins donc d'investissement donc d'étrangers, étrangers. Isolement, qu'on peut le dire, donc diplomatique et autres. Et surtout, M. Ouattara, ça fragilise donc votre héritage. Si réellement vous pensez encore à votre héritage. Vous comprenez? Donc l'argument d'honneur et d'intégrité, M. Ouattara, Monsieur le Président, cher ami, parti maintenant, c'est montrer, cher ami, que vous êtes au-dessus de la soif de pouvoir. C'est laisser donc à vos enfants et petits-enfants un nom que l'histoire restera. C'est éviter que votre sortie ne soit dictée donc par la rue, par les armes,
ou par la pression donc extérieure. L'honneur d'un chef, ce n'est pas donc rester coûte. Ce n'est pas donc écouter les ateli. Ce n'est pas donc écouter votre famille, ce n'est pas donc écouter votre parti politique faussement. C'est d'écouter les Ivoiriens, savoir les écouter. Vous comprenez? C'est savoir donc céder, M. Ouattara, la place au bon moment. Il faut savoir céder la place au bon moment. Et I'm just thinking about it. Le bon moment, c'est maintenant. M. Ouattara, vous avez encore donc la possibilité donc d'entrer dans l'histoire à part donc la grande porte. Vous pouvez partir maintenant, préserver donc la paix, protéger donc la démocratie et éviter à votre pays, à notre pays, un nouveau cercle donc de tension. Les Ivoiriens se souviendront donc de vous comme un homme qui a été très controversé, mais qui a choisi donc la paix plutôt que le pouvoir. Ce n'est pas encore tard, M. Ouattara, de le faire. Ce n'est pas encore tard. Ne venez pas dire que si vous partez là, il n'y aura personne pour diriger la Côte d'Ivoire. Non, arrêtez ça. On le dit souvent, le cimetière est rempli de gens indispensables. La Côte d'Ivoire existe, a existé, existe et existera avec ou sans vous. Nul n'est indispensable dans ce pays-là. Et si même on n'avait pas de plan B, de plan C, de plan D, je vous aurais compris. Mais on a des gens qui peuvent mieux faire que vous. Alors, so where is the problem at this point here? It's about time to go, Mr. Ouattara. It's about time. Ne nous mettez pas dans une situation où nous autres là qui sommes un peu des modérés, qu'on prenne donc nos micros pour tirer à boulet rouge sur vous, M. Ouattara. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Donc, chers auditeurs, ce que je peux dire, ce message n'est pas seulement donc pour un homme. Il est pour nous tous. Le pouvoir donc appartient donc au peuple. Et quand le peuple sent qu'un dirigeant doit partir, le plus grand acte, c'est de savoir partir. Maintenant, le peuple le dit. Le peuple n'insulte pas Ouattara, mais il dit 4 mandats là, c'est pas bon. Malgré ce que vous aviez fait, le 4e mandat n'est pas bon. Mais vous parlez forcément donc de votre bilan, M. Ouattara. Oui, ce bilan est bon, mais n'est pas aussi extraordinaire. Parce que même quand on parle de votre bilan, parce que j'ai écouté des cadres du RDR devenus RHP qui arrivent, ah oui, M. Ouattara, il est venu sortir la Côte d'Ivoire du trou en 90. Ce n'est pas correct, ce n'est pas exact. M. Ouattara a posé des actions, mais il n'a pas réussi en tant que tel. Il y a eu beaucoup d'échecs. Cela peut nous amener à parler un peu donc un tout tant soit peu donc du bilan de M. Ouattara entre les années 1990 et 93 en tant que Premier ministre donc de Côte d'Ivoire. On connaît donc, si vous voulez, il a été donc nommé ministre en novembre 1990 par le président Houphouët-Boigny, c'est clair, dans un contexte donc de crise économique profonde et d'ouverture donc au multipartisme. La Côte d'Ivoire donc venait donc de tenir, si vous voulez, donc sa première présidentielle multipartite remportée par le président Houphouët-Boigny, je pense à 86 ou 87%, je ne m'en souviens plus. Ouattara donc cumulé donc le poste donc de Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et en même temps même on pourrait même directeur même de la BCAO, parce qu'il était donc en même temps gouverneur de la BCAO, en guillemets. Après, je crois qu'il a été obligé de se lâcher, de se débarrasser de ça. Politiquement, parlons donc de sa politique économique. L'orientation donc libérale avec donc une intervention étatique ciblée pour relancer donc la croissance. Les programmes de réhabilitation, de restructuration, routes, énergie, équipements publics et tout ça. C'est pendant cette période-là qu'on a vu donc les ventes
et que d'autres camps veulent parler de M. Ouattara, vendait et rachetait. La Côte d'Ivoire pratiquement perdue. On a parlé de la déstabilisation de la caisse de stabilisation, hein, qui jouait un rôle assez important. Vous comprenez? Depuis qu'on a déstabilisé cette caisse, je ne vois pas si les paysans s'en sortent maintenant ou pas. On a parlé donc de la privatisation de l'eau. On a parlé de la privatisation de l'électricité, vous comprenez, hein? Là, il y a eu des encouragements, donc des encouragements étrangers, négociations avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale pour restructurer donc la dette et obtenir donc des appuis donc financiers pendant au moins cette période, M. Ouattara. Les critiques et limites, si vous voulez, donc, de votre gestion, hein, dans cette situation, hein, une gestion que quand vous êtes parti, hein, je crois que quand M. Henri Konabedi avait stationné, il y a eu donc une critique. Il avait donc dressé donc, dans son ouvrage, Les chemins donc, de la vie, un bilan assez sévère de votre gestion. Il a parlé donc des déficits donc, intérieurs hérités donc, en 1993, de près, donc, je crois, c'est 120 000, non, c'est 1200, c'est ça, 1200 milliards de déficits que M. Ouattara a laissé. Une dette extérieure de près donc, de 18 milliards de dollars. Vous comprenez? Un déficit global de 9 200 milliards. Ça, c'est ce monsieur, n'est pas donc concentré, il faut parler. Ok, monsieur Roger, il dit qu'il y a un procureur qui nous dicte l'article 19, mais le parti au pouvoir n'est pas concentré, il faut donc en parler. Hein. Non, je vous comprends, on a tout le temps, hein. On en parlera certainement donc demain. On en parlera donc demain, puisque tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, si vous allez sur la page Facebook, vous avez vu que nous sommes l'une des rares personnes à avoir mis donc le dossier donc, du procureur donc, de la République sur la place, monsieur Braman Koné, qui était donc l'ancien procureur de Boaké avec le dossier Jacques Mangua, que nous connaissons. Hein. Aujourd'hui, il vient nous dire que Mossi ou étranger, c'est donc c'est mettre en péril la paix en Côte d'Ivoire. Mais cependant, dit Baoulé sénégalais, c'est tout à fait normal. Vous voyez, quand on est dans un pays que des intellectuels se comportent ainsi, hein, le pays ne va pas tellement loin. Parce que si vous fouillez donc l'histoire de ce monsieur, il y a beaucoup de choses à dire. Et M. Ouattara doit pouvoir canaliser tout ce monde-là, parce que c'est ça, cette arrogance qui commence à frustrer donc les Ivoiriens, M. Ouattara. Tout ce monde-là qui parle avec arrogance, et tout ça commence à frustrer les Ivoiriens. Voir ce procureur se mettre au-dessus de nous, nous menacer. On ne doit plus dire étranger. Dans quel pays au monde on ne parle pas d'étranger? Dans quel pays au monde? Je crois que mon ami, là, c'est ça, mon ami Célestin m'a fait donc dérouter donc, ma route. Là. Je ne voulais pas en parler aujourd'hui, j'avais programmé l'émission pour demain, mais là, il m'a provoqué, là, donc je serai obligé de faire un petit point, et demain, je vous promets que je reviendrai, on parlera au moins de ça. Hein, voilà, je n'ai pas envie certainement de... Et vous n'avez pas tout à fait tort. Hein. Une élection, je l'ai dit tout le temps, c'est pratiquement le présent et surtout le futur. Là, M. Célestin me voyait aller trop dans le passé, vous comprenez, il n'a pas tout à fait tort. Parce que c'est ce que je dis ici, se focaliser sur le présent un tout petit peu, mais surtout le futur. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire de demain nous réserve? Qu'est-ce qu'on attend du prochain président? This is the game. Mais le passé réellement ne nous intéresse pas en tant que tel, même si ce passé peut nous permettre de comprendre le présent et mieux préparer le futur, comme on le dit. Mais en réalité, ce présent existentiel est tel que parler seulement donc du passé, it's not really good. We have to talk about the present and the future. That's the most important thing at this point here. Et non, je vous comprends. Je reviendrai donc dans les détails et demain on parlera donc du procureur de façon subtile. Parce que n'oublions pas, il est toujours le procureur de la République. Il a le droit de faire certaines choses. En parlant, en critiquant le procureur, tout doit se faire de façon intellectuellement et sans pour autant nous lancer donc dans
dans des envolées, dans des offenses. Dire ce que nous pensons de certaines choses, donnez-moi notre point de vue, vous comprenez? Il a une mission qu'il doit jouer. Il est le procureur de la République, il est le procureur du plateau plutôt. Vous comprenez? Ces derniers temps, ayant réussi ce qu'il a réussi à Bouaké, il pense forcément pouvoir réussir donc à Abidjan. On ne peut pas venir menacer tout un peuple. Venir dire de ne pas dire étranger. Moi, je ne dois pas dire étranger dans ce pays. Nous sommes aux États-Unis ici. Vous voyez la politique de Donald Trump aujourd'hui. Les étrangers se cherchent. Alors que M. Ouattara et les AD ont toujours pris l'exemple des États-Unis. Dans tout pays au monde, il y a des étrangers. Et quand le taux d'étrangers est vraiment élevé, c'est tout à fait normal. It's really good. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les autochtones se posent des questions. Vous comprenez? Donc, se poser des questions ne veut pas dire forcément qu'on soit devenu xénophobe ou bien qu'on n'aime pas Pierre ou qu'on n'aime pas Paul. Une minute là, voilà. Se poser des questions et dire, hey, ce pays-là nous appartient. C'est notre pays. Vous comprenez? Là où nous s'en vont, là, il y a certaines choses qui ne vont pas. Et nous sommes dans un pays où les immigrés devenus ivoiriens et l'enfant d'immigrés devenu ivoirien sont devenus plus arrogants que les autochtones. Ça devient une frustration. Alors, je vais ouvrir un petit débat par rapport au procureur, que je ne veux pas du tout calomnier. Il fait ce qu'il peut. Mais quand on nomme quelqu'un, je cherche à comprendre pourquoi et qui est cette personne. Donc, son background, qui il est. Parce que ce monsieur a été nommé procureur du plateau, après ce qui s'est passé à Bouaké. Vous posez la question aux populations de Bouaké, le dossier Jacques Mangwa a un goût amer. Le président du conseil général de Bouaké, il n'était pas là, et subitement, j'avais promis de revenir sur ce dossier demain. Demain, je reviendrai donc dans les détails pour vous expliquer ce qui s'est passé. On découvre dans une niche de colis. La niche n'est pas dans la maison, hein. Ça est dans la cour. Et cette niche, selon des informations, contiendrait quelques armes, beaucoup de machettes et des munitions. C'est tout à fait normal. Quand on découvre quelque chose chez vous, vous devez expliquer. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai forcément rien à voir dans cette affaire sans pour autant expliquer pourquoi le colis se trouve chez vous. C'est dans votre cour qu'on a trouvé le colis. Dès lors, ceux qui disent que le président du conseil général a le droit de s'exprimer, a le droit d'expliquer pourquoi le colis se trouve là-bas, ils ont raison. C'est tout à fait normal. Mais le président du conseil général qui n'était pas présent, selon des informations que nous avons eues, ça s'est passé en 2019, nous avons, au niveau donc de Radio PDCI, nous avons sur une couverture de façon très directe et très, permettez-moi l'expression, hein, vicieuse même du dossier. Nous sommes rentrés au cœur donc de ce dossier. Nous avons un dossier comme ça par rapport à ce cas. Alors, le cousin, le commis de M. Jacques Mangwa qui voit donne l'information au jeune frère. Et le jeune frère, contrairement à ce que le procureur a dit, le jeune frère a appelé son frère immédiatement, qui est donc le président du conseil général, qui dit, tiens, voilà ce qu'on découvre, on a découvert dans la niche. Et ce dernier dit, appelez la gendarmerie pour faire le constat. Le procureur lui dit, ah non, non, ça n'a pas été le cas, c'est son frère qui a appelé immédiatement la gendarmerie sans avertir M. Mangwa. Est-ce que vous trouvez cela normal? Moi, je suis le patron de ma maison. Hein? Je suis le patron de ma maison. Ça dit, c'est une question de logique, quoi. C'est une question de logique. Je suis dans ma maison, j'ai une maison, je suis le grand patron, et j'amène mon frère Célestin, qui vit avec moi. Et on découvre un colis, là, suspect. Et Célestin, qui lui n'est pas propriétaire de maison, prend le téléphone et puis appelle la gendarmerie. Vous trouvez cela normal? Nous sommes en Afrique. Hein? La première des choses qui va venir en tête, c'est d'appeler votre frère pour dire, tiens, voilà un colis bizarre qui se trouve chez nous. Mais le procureur nous dit, ah non, non, le jeune frère, il n'a pas appelé son frère, il a appelé directement donc la gendarmerie. Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est une question de bon sens.
C'est une question de bon sens. Vous n'êtes pas le propriétaire de la maison, vous vivez chez votre frère, on découvre un colis bizarre. Et surtout que la gendarmerie en chose, la première des choses que vous allez faire, c'est d'appeler donc votre frère, avant d'appeler qui que ce soit. Les gens disent qu'ils n'ont rien, ils ne savent même pas d'où vient ce colis. Je me souviens donc de l'interview que son jeune frère avait accordée donc à la presse, même si après avoir été arrêté et condamné, selon des informations, il aurait fait un peu macharé, mais il a été clair. Il dit que quand les gendarmes sont venus, quand ils ont appelé la gendarmerie, quand son frère a demandé d'appeler la gendarmerie est venue. Ils ont fait des constats, ils ont vu donc des traces sur le mur et tout ça. Le procureur dit non, on n'a pas vu de traces. On a écouté un peu le témoignage de l'avocat, donc de Jacques Mangwa. Vous allez me dire que c'est son avocat, il va le défendre, mais il a dit réellement ce qu'il pense donc de ce dossier. C'est un dossier, un complot politique monté contre Jacques Mangwa. Parce qu'il y avait eu des pressions sur lui pour qu'il rejoigne le RDR devenu RHCP. Il a refusé. D'autres personnes au niveau de Boaké, comme c'est ça qu'on a, Jacques et tout ça, ont accepté de rentrer au RDR devenir RHCP pour ne pas avoir de problème. Mais lui, il a refusé. En tant que président du conseil général, il a préféré rester au PDCI RDR. Et ça n'a pas plu aux gens. Et du coup, selon donc l'avocat, c'est clair, ça a été donc un coup monté, un complot contre lui pour qu'une... alors, une minute, je ne sais pas si je peux donc retrouver donc l'audio donc de l'avocat. Mais il a été clair que ça a été un dossier monté contre lui afin donc qu'il soit inéligible. Alors, voilà, je pense que nous devons donc avoir donc l'élément. L'élément, c'est ça. Alors, une minute. Voilà. Alors, on va voir l'élément. Vous allez écouter un peu l'avocat, ce que l'avocat dit par rapport à ce cas. À laquelle vous pourriez éventuellement m'inviter à répondre. Simplement, il est victime d'un complot. Maintenant, la deuxième question à laquelle vous pourriez éventuellement m'inviter à répondre, c'est de savoir qui est l'auteur du complot. Et là, je vous dirai, je ne sais pas. Mais par contre, je vous dirai manifestement qu'il est victime d'un complot parce que moi, je ne connais personne sur cette terre qui dépose des armes sur lui, qui est censé savoir que c'est une situation infractionnelle, que c'est interdit, et qui porte ses faits à la connaissance de la gendarmerie. C'est comme dire, écoutez, moi je suis un délinquant, venez me prendre pour me mettre en prison. Alors, si on est d'accord pour dire que M. Mangwa n'est pas fou, alors on est amené forcément à dire qu'il a été victime d'un complot. Par qui, je ne sais pas, mais il a été victime d'un complot. Voilà, il a été victime d'un complot par qui, il ne sait pas, mais il a été victime d'un complot. Et la thèse donc, du complot prend forme et tient la route. Vous comprenez? Alors, c'est le même procureur qu'on a amené donc au procureur donc, d'Abidjan, et aujourd'hui qui menace tous les Ivoiriens. C'est-à-dire celui qui dit étranger et qui dit Mossi, il va le poursuivre. C'est-à-dire qu'il a insulté. Vous comprenez? Je comprends bien, c'est-à-dire aujourd'hui, ici, on dit étranger. Il y a des étrangers dans le pays, là, c'est-à-dire que vous mettez donc la paix en péril. On ne doit pas dire qu'il y a des étrangers dans le pays. Vous comprenez? Mais eux, ils peuvent dire que Thiam est étranger. Voilà. Eux, ils peuvent arrêter la rationalité de Thiam en disant qu'il est étranger. Mais nous autres, vous et moi, là, on ne doit pas dire que Pierre ou Paul est étranger, bien d'origine étrangère. Mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Comment les gens peuvent avoir honte de leurs origines? Je ne comprends pas. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont honte de leurs origines. Ils sont nés guinéens, ils ont fraudé sur la nationalité ou bien ils ont pu avoir la nationalité façon. Ils sont devenus pour eux ivoiriens, ils ferment tout. On ne doit plus dire qu'ils sont guinéens. Ils sont burkinabés, on ne doit plus dire qu'ils sont burkinabés. Ils sont de l'ethnie voltaïque, le dit qu'ils sont Mossi, ça veut dire insulter les gens. Mais je ne comprends pas. Mais eux, ils ont le droit de dire Baoulé, ils ont le droit de dire Bété, ils ont le droit de dire Sénégalais. Vous comprenez? Mais toi, tu ne dois pas dire voltaïque. Tu ne dois pas dire voltaïque. Tu ne dois pas dire guinéen. Tu ne dois pas dire malien. Tu ne dois pas dire. Mais c'est quoi ça? On est où là? Le pays là nous appartient encore?
C'est-à-dire aujourd'hui, là, M. Franck ne peut pas venir dire qu'il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire. Le dire, c'est un crime de lèse-majesté. Aux États-Unis, nous sommes, on dit qu'il y a trop d'étrangers. On ferme la porte maintenant aux étrangers. On durcit donc les conditions pour obtenir donc les papiers aux États-Unis. Parce qu'on dit qu'il y a trop d'étrangers. Est-ce que c'est cela la xénophobie? Non, I don't think so. Ce n'est pas la xénophobie, ça. Vous avez le droit de vivre dans mon pays, c'est clair. Mais à un moment donné, quand ça devient trop, on ne peut pas vous permettre donc de contrôler le pays qui ne vous appartient pas. On peut vous permettre de vous installer, de faire des affaires, d'être à l'aise. Mais quand cela devient donc un problème, à un moment donné, il faut savoir dire non, c'est trop. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le dire. Le dire devient un crime. Jusqu'à un procureur dit qu'il va poursuivre les Ivoiriens qui vont parler, dit celui d'un Mossi ou bien celui d'un étranger. Mossi, là, c'est injure. L'ethnie des gens Mossi. Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui ont mené l'ethnie Mossi? Mais il est Mossi, il est Mossi. Il est baoulé, il est baoulé. Il est bêté, il est bêté. Vous comprenez? Il est Dioula, il est Dioula. Mais pourquoi dire Mossi, ça devient injure? Ils ont honte d'être Mossi. Je ne comprends pas. Moi, j'ai fait le Burkina. Vous comprenez? Avant donc d'aller en Europe. Mon tuteur était Mossi. L'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Il s'appelle Ouedraogo. Vous comprenez? C'est des gens qui sont fiers eux-mêmes. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la honte de s'appeler Mossi. Ils changent les noms. Vous comprenez? Ils quittent donc de. C'est comme quand j'ai vu l'histoire donc permettez-moi l'expression d'Assalfo, là, je me suis tiré les chauffeurs qui s'appelle Ouedraogo Salif, la préférée s'appelle Traoré Salif. Parce que pour lui, Ouedraogo, là, n'est pas bon. Vous comprenez? Ça sonne trop Mossi. C'est eux-mêmes qui ont honte d'être Mossi. Donc, dire aujourd'hui Mossi en Côte d'Ivoire, ça serait donc insulter quelqu'un. Mais on est où là? Ce sont les Ivoiriens qui sont allés créer l'ethnie Mossi. Mais il veut dire baoulé. On voit même ministre de la République, oui, le PDC sont des baoulés. Baoulés. Et ça, là, le procureur ne voit pas. C'est sénégalais. Un ministre. C'est sénégalais. Sénégalais. Ça, le procureur ne voit pas tout ça. Mais cette injustice-là nous amènera où? Je ne sais pas. Alors, chers amis, je promis donc de revenir un peu sur tout ça demain. Et on a promis seulement de faire donc quelques petites minutes. Donc demain, chers amis, je reviendrai donc dans le détail. Je pense que mon ami Célestin m'a bien coupé rapidement pour ne pas tellement parler donc du passé. Il n'a pas tout à fait tort. Parce que c'est ce qu'il faut savoir, ce que tu dis. J'ai dit à tout le monde ici qu'une élection, c'est un peu le présent, mais le futur. Bon, moi, je veux parler donc du passé. Donc, Célestin m'a remis au pas. Et c'est ça aussi participer donc à l'émission. Et de temps en temps, vous écrivez, je n'ai pas le temps donc de lire, mais ça, là, je crois que j'ai pu lire le message de Célestin, ça m'a permis de ne pas. Mais Célestin, parfois, c'est bon, hein? C'est bon de faire un tour en arrière dans le passé de quelqu'un pour mieux comprendre ses agissements aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un dit que j'ai un bilan inattaquable et que je suis venu pour sauver donc la Côte d'Ivoire, à un moment donné, il faut dire à cette personne, là, tiens, voilà ton bilan quand tu étais en Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire forcément qu'on revient au passé. C'est ce que les Ivoiriens appellent VAR, vous comprenez? Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle la VAR. On vient dire, tiens, certes, on veut parler du présent et du futur, mais dans le passé, là, voilà ce que tu as fait. C'est ça. Alors, donc, demain, j'essaierai encore donc d'être en ligne. Le plus souvent, comme je le dis, hein, tout dépend. J'avais demandé une mise en disponibilité pour au moins 3 mois. J'attends donc la réponse. Donc, pour l'heure, c'est en fonction donc du temps que nous sommes là. Mais si on doit avoir une émission donc demain, ça sera donc aux environs donc de 16h GMT. Donc, entre 16h et 16h30, on fera tout pour être là. Soit un peu plus tôt, disons, allons-y donc aux environs de 15h30. Entre 15h30 et 16h30, nous serons donc en ligne pour parler un peu de ce dossier Jacques Mangwa. C'est certes le passé, mais avec les déclarations donc du procureur, il faut mieux comprendre ce procureur. Ce qu'il a fait à Bouaké, la manière dont le dossier a été jugé, il est à Abidjan. Est-ce que ce n'est pas de cette manière qu'il va gérer donc les dossiers à Abidjan?
Ce n'est pas de la même manière. Le dossier Jacques Mango, on a parlé de complot. Le complot, là, c'est qui a fait ce complot-là? Jusqu'à présent, gros point d'interrogation. Donc, les comploteurs sont là encore. Mais qui? Je préfère ne pas indester Pierre ou Paul, mais j'ai ma petite idée. Mais à l'antenne, je ne peux pas venir parler de cette petite idée puisque je n'ai pas du tout des preuves. Vous comprenez? Et quand on vient parler de quelqu'un en direct devant donc des gens, il faut avoir des preuves. Sinon, ça devient de la calomnie. Mais en off, je peux dire ce que je pense. Mais à l'antenne, j'ai ma petite idée. Mais ça a été un grand complot contre lui. Par qui? Je ne sais pas. Qui en a profité de l'absence de Jacques Mangoua? Qui est le bénéficiaire? Ce monsieur promis est décédé dans des conditions fous. Parce que quand il a été incarcéré, il a été, je crois, bénéficié donc d'une liberté provisoire, je crois, 2 années après son incarcération, c'est ça? Et quand il est sorti de prison, il est décédé donc quelques mois après. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un complot. Si ce complot est vraiment vrai, c'est-à-dire quelqu'un a précipité donc la mort de Jacques Mangoua, le président du conseil régional de Boaké. On peut dire un peu comme on appelle un peu le gouverneur. C'est comme le gouverneur. Du Béquet, pas de Boaké, du Béquet plutôt. Parce que c'est, voilà, le grand Béquet. Le gars est décédé comme ça. Vous voyez? Donc, qui en a profité? Nous savons que le procureur, en son temps, était le procureur Brahman. Connaît Brahman qui est aujourd'hui le procureur donc, du plateau. C'est lui qui était le procureur. C'est tout. Lui, il était le procureur. Lui, il a eu un dossier, et puis on venait dire, lui, il a eu le procureur. Bon, ça ne fait pas forcément lui, machin, mais lui, il faisait son boulot. Donc, il a fait son boulot. Est-ce qu'il a mal fait son boulot? Je ne sais pas. Parce que vous savez, quand vous êtes procureur, vous prenez un dossier, vous avez votre thèse. Vous allez directement avec votre thèse jusqu'au bout. Lui, il a cru à 100% que c'est le gars qui a mis là-bas, qui a mis les armes chez lui et puis a appelé la gendarmerie pour le même qu'on vient l'attraper pour le mettre en prison. Lui, voilà sa thèse. Il dit Jacques Mangoua, il allait mettre des... Mais entre nous, le gars, il a une grande maison. Dans la grande maison, il y a beaucoup de chambres, il y a des magasins. Pour moi, c'est ce que je dis dans le dossier Jacques Mangoua. C'est une question de logique. Hein. C'est une question de logique. Moi, je vais acheter des armes. Vous comprenez? Et puis, je vais les mettre dans une niche derrière ma clôture, là. La niche où tout le monde peut rentrer. Alors, ce sont des armes. Moi, je ne trouve pas ça crédible. Il allait me cacher ça dans sa chambre. Ou bien pas dans sa chambre, dans sa maison, dans le magasin. Ou bien dans un endroit où on allait fermer, où personne ne peut voir. Mais il va prendre des armes, là. Et puis, il sait que ce sont des armes de guerre, puisque c'est ce que le procureur nous dit, ce sont des armes de guerre. Et il prend ces armes de guerre, il va mettre dans la niche derrière sa cour. Une niche, il n'y a pas de porte où tout le monde peut rentrer. Moi, ça ne me paraît pas crédible. Et en plus, on découvre ça, et puis lui-même, il appelle la gendarmerie. Vous comprenez? Il appelle les gendarmes, il dit, ah, venez, il y a une niche chez moi, là, voilà, c'est moi, je viens de mettre les armes là-bas, et puis je vous appelle en même temps pour venir constater. Non, il faut me des hommes mécaniciens, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi la thèse du procureur, je n'ai jamais pris, pour moi, je me dis qu'il était en erreur. Voilà, il est en erreur dans le dossier Jacques Mangoua. Mais cela ne fait pas de lui un complotiste. Voilà. Directement un complotiste. Voilà. Je n'ai aucune information, aucune preuve qu'il aurait participé à quoi que ce soit. Je préfère ne même pas en parler. En parler même, c'est comme je veux même chanter, j'étais un discrédit subi. Non, je n'ai aucun élément pour accuser Pierre. Mais ce qui est sûr, ce qui arrive à Jacques Mangoua, c'est la thèse du complot. Tient la route. Tient la route. Il est président du conseil général. Il a une grande maison, une niche derrière, avec une grande clôture dans sa cour. Il s'en va acheter des armes de guerre et puis vient les mettre à l'air nu chez lui, derrière la niche, des armes de guerre. Et puis il met ça derrière, il ne cache pas les armes de guerre. Ça, pour moi, ça ne tient pas. Dans sa grande maison, il doit avoir un magasin. Ce sont des armes de guerre, il a les mettre dans sa chose. Et en tant que président du procureur de quelque chose, je ne pense pas que s'il a des armes de guerre, il va vouloir mettre ça chez lui. Non, prenons les gens quand même, nous sommes quand même un peu intelligents là. Moi, je vais acheter des armes de guerre parce que selon le procureur, la thèse du procureur,
Il y a eu donc des manifestations dans la région et jusqu'au dossier de Mangwa, on ne savait pas qui donnait donc des armes, des machettes à la population, aux jeunes. Vous comprenez? Bon, lui s'en va acheter et puis il vient mettre ça dans une niche. Des armes de guerre, puisque ce que le procureur a dit, ce sont des armes de guerre. Il met ça dans une niche où tout le monde peut avoir accès. Il n'y a pas de porte. Cette thèse-là ne met pas sens. Voilà un peu ce que je peux dire en attendant de revenir un peu sur ce dossier donc demain. Aujourd'hui, c'était donc une lettre adressée à M. Ouattara. M. Ouattara, écoutez-nous, écoutez tous les Ivoiriens. Voilà. Si vous écoutez seulement votre propre camp, ceux qui sont autour de vous, vous n'allez pas partir. La manifestation devait vous amener, devait vous interpeller. Je demande à l'opposition de préparer encore une autre manifestation les jours à venir. Et cette fois-ci, ça doit se passer à Trècheville et puis à Koumansi et tout ça, Makori. Parce que ce pouvoir, ils veulent aller à une prise de force. Et pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire durer donc le plaisir. Aller doucement, attendre jusqu'au 25, la clôture des dépôts de candidatures. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent faire là, c'est d'imposer la candidature donc, de Ouattara. Sans élection même réellement, sans débat d'idées. Ils veulent imposer, tricher pour imposer la candidature et nous mettre devant les faits accomplis. Ils vont aller doucement jusqu'au 25 octobre. Et puis après, ils ferment tous les dossiers. Et puis ils disent Ouattara est candidat. On ne fait même pas de débat. Ouattara s'en va aux élections. Ils font le bourrage d'urne. Ou bien ils éliminent les candidats potentiels. Et s'en va, et puis M. Ouattara s'en va cacabéiser donc, des élections donc en 2000, comme ça s'est passé en 2020. Il faut arrêter ça quand même. Là. Il faut arrêter. Les Ivoiriens ne l'accepteront pas cette fois-ci. Donc, M. Ouattara, je pense que vous pensez pouvoir faire un 4e mandat, mais vous ne pensez pas le faire, même pour vous en tant qu'État, vous le faites pour votre entourage parce qu'ils vont pleurer tous les jours. Sans vous, là, nous sommes foutus. Sans vous, là, il n'y a rien. Et c'est nous, c'est sur vous on compte. Sans vous, là, on ne peut plus rien faire. Ce que vous allez faire, M. Ouattara, allez-y, hein, vous allez gagner le 4e mandat. Et puis, en plus, le 4e mandat, là, nous, on ne va pas compétir. Vous allez nous donner le pouvoir et puis partir. Voilà. Hein, il faut tricher. Il faut aller prendre 4e mandat, là. Tu vas faire peut-être une année. Et puis, tu vas choisir un jeune, là, lui, ne va pas aller aux élections. Parce que lui, il va aux élections, les Ivoiriens vont le battre. Mais toi, Ouattara, il faut aller prendre le pouvoir, là, encore une fois, on va tricher, on va tout faire, on te met au pouvoir, et puis toi, tu nommes un vice-président, et puis ce vice-président-là, il prend les pouvoirs et il continue. Voilà un peu stratégie de devenir RHCP. Des gens qui sont venus chicken, ils ont peur de compétir en face de Laurent Gbagbo. Ils ont peur de compétir en face de Tidiane Thiam. Ils vont tout faire. Et quand je vois même des journaux aujourd'hui qui supportent l'insupportable, qui ont des titres aujourd'hui, et le procureur ne voit pas. J'ai vu un titre d'un journal là, aujourd'hui, là. Alors, c'était le titre, c'était quoi là? Du journal là, c'était what was the titre en parlant donc de Laurent Gbagbo. Ça m'a vraiment choqué, vous comprenez. La manière donc les partisans donc de M. Ouattara traitent M. Laurent Gbagbo, qui est ancien président, candidat d'un parti politique, Tidiane Thiam, un monsieur de dimension internationale, candidat d'un parti politique. Si nous, on traitait M. Ouattara comme ça, le procureur allait certainement ouvrir donc des enquêtes contre nous. Quand un journal titre ici le mandat, c'est ça le mandat, il dit Laurent Gbagbo va troubler, qu'est-ce que c'est ça, non? M. Laurent va troubler donc la présidentielle en 2020. Voilà, vous comprenez. C'est demander titres comme ça qu'on ne doit même plus voir. Il faut avoir du respect pour M. Laurent Gbagbo. Il est ancien chef d'État. On peut critiquer comme nous le faisons aujourd'hui là. On critique M. Ouattara, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne en parlant de M. Ouattara. Parce que même si vous ne respectez pas M. Ouattara, la fonction du chef d'État, du président de la République, il faut respecter cette fonction. Donc il y a certaines choses que vous pouvez dire à Pierre ou à Paul que ne pouvez pas dire à un chef d'État ou à un ancien chef d'État. Il faut le respecter. On critique, mais il faut le respecter. Vous comprenez? Et c'est au niveau donc des émissions, c'est ce qu'on va essayer donc de faire de temps en temps. Les Nescafé peut monter. Et quand on va aller peut-être à gauche, essayer de nous ramener à droite là. Vous comprenez? On va faire en sorte pour qu'on puisse avoir des critiques dures contre le candidat du RDR devenu RHTP. Hein. Mais des injures, les insultes, on fera en sorte que ça ne se passe pas.
l'égard. Parce que même si, comme je le dis, même si on ne respecte pas l'homme, il faut respecter la fonction de chef d'État, la fonction de président de la République. Il faut respecter ça. Voilà, merci beaucoup, cher ami, et puis rendez-vous pour une autre émission, Ladies and Gentlemen, tomorrow. Je ne sais pas s'il y a... On me dit toujours que je ne lis pas les machins, alors je ne sais pas si on va lire. Quand il ne veut pas partir, il veut emprisonner tout le monde. Yeah, voilà. Bon, ça, c'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a là. Bon, qui vient encore donc de M. Célestin. Il dit quoi? M. Roger, un procureur qui nous dicte l'article 19, mais le petit... Bon, d'accord, alors ça, on a compris cela, qui vient encore donc de Médège, c'est ça. Un ministre gouvernement a traité de M. Thiam, bon, ça, on en a déjà parlé. Il faut changer donc la méthode, madame. Ah oui, j'avais oublié ma soeur aujourd'hui. Eugénie, voilà. Eugénie est restée miette un peu, mais elle a toujours présenté Eugénie. Bonsoir Eugénie, j'espère que vous portez très bien. Il dit, ces gars-là, ils nous prennent vraiment comme des idiots. Non, en fait, mais c'est ça parce qu'on ne dit rien. Voilà. On n'a jamais rien dit. Là. Donc, entre eux, là, ils nous prennent comme des idiots. C'est ça, nous sommes des idiots. Lui, Brahman, il peut venir à la télévision comme ça, menacer les Ivoiriens. On ne doit plus dire étranger. On ne doit plus dire Mossi. Ah, mais il faut le respecter un peu quand même, là. On ne doit plus dire étranger, on ne doit plus dire Mossi. Aïe! L'ethnie Mossi, là, ce sont les Ivoiriens qui ont créé l'ethnie Mossi. C'est eux qui ont mené l'ethnie Mossi. Mais tu es Mossi, on dit tu es Mossi, on dit on a insulté quelqu'un. Moi, je ne comprends pas. Tu es Djoula, on dit tu es Djoula, tu en as insulté quelqu'un. Mais toi, tu veux dire Baoulé. Quand tu dis Baoulé, oui, c'est normal. Tu dis Bété, c'est normal. Le Bété, là, oui, c'est normal. Mais quand tu dis le Mossi, là, c'est que tu l'as insulté. Mais je ne comprends pas les gens, quoi. Ça suffit. Il faudrait qu'on arrête un tout petit peu. Le Brahman, là, je cherche. Si vous avez son CV, celui qui a son CV entier qui me l'amène. Parce que je cherche son CV, je ne vois pas. Le CV que j'ai vu, c'est un CV qui vient donc d'Abidjan-Net. Et ce sont des CV parfois fabriqués pour embellir une personne. Mais son vrai CV, je cherche, je ne trouve pas. Je ne sais pas où il est né. La majeure partie des gens que M. Ouattara nomme, là, vous regardez, vous ne savez pas où ils sont nés. Vous allez voir leur CV, c'est comme son jeune frère. Hein. Vous allez voir son CV, on dit jeune frère de M. Alassane Dramane Ouattara. Tant, et puis on continue. On ne dit pas il est né ici. Quand vous prenez le CV de Tidjam Thiam, né en Côte d'Ivoire en 1900, de père, et de mère, de tant. Mais ce qu'on nomme là, vous allez chercher les CV, vous ne savez pas. On ne nous dit pas d'où ils sont nés. Donc, quelqu'un qu'on ne dit pas où il est né, là, généralement, il y a beaucoup de chances que la personne ne soit pas née en Côte d'Ivoire. Ne soit pas peut-être même, il est devenu peut-être ivoirien, ou bien c'est un enfant d'immigré, ou bien immigré. Mais pourquoi vous avez honte? Vous comprenez? Vous êtes malien, vous êtes devenu ivoirien. Oui, mais voilà, je suis malien, mais je suis devenu ivoirien. Je suis fier. Je suis ivoirien, je suis devenu américain, je suis fier. Je suis ivoirien, je suis français, je suis fier. Mais ceux-là, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont burkinabés. Ils veulent tous devenir ivoiriens d'origine. Voilà le problème que nous avons dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas lui dire qu'il est Mossi. Il ne faut pas lui dire qu'il est burkinabé ou bien il est Goulossi. Quand il dit Zaoul Kibale, ça veut dire que tu l'as insulté. Le peuple Mossi, c'est un peuple fier. Je vous dis, mon tuteur au Burkina, ce monsieur-là, je ne vais jamais l'oublier. Voilà. Il m'a fait de moi ce que je suis. C'est des gens fiers qui s'aiment bien, mais les faux Mossi que nous avons en Côte d'Ivoire, excusez-moi de permettre l'expression, c'est ceux-là qui gardent le nom des Mossi. Quand on dit Mossi, c'est fini, on a insulté quelqu'un. Bon, je ne comprends pas cette affaire-là. Hein? Maintenant, on veut nous mettre en prison pour avoir dit Mossi. Je ne comprends pas cette affaire-là. On nous met en prison. On va mettre l'Ivoire en prison parce qu'il dit qu'il y a trop d'étrangers chez lui. Ah, il y a étranger, ça dit insulter quelqu'un. Mettre la paix en péril. Aïe, mais on est où là? Mais les gens en font monter non escafé là. Mais nous qui sommes à l'étranger là, mais notre escafé monte. Je me demande, mais vous qui êtes au pays là, alors, c'est pas possible. Mais c'est énervant. Je suis sûr que j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en prison depuis. Parce que c'est énervant. Dans mon pays là, je ne peux pas dire qu'il y a des étrangers. Il y a des étrangers, un procureur dit qu'il va me poursuivre. Mais c'est quoi ça? J'ai dit moi aussi, le procureur va me poursuivre. Je ne comprends pas.
cette affaire-là. On dit Guinéen, le procès va repousser. Il vient Peul, le procès va repousser. Mais quand il dit Baoulé, oui, c'est normal. Ah oh, Baoulé. Bété, oui, c'est normal. Il faut dire Bété. Agni, oui, c'est normal. Il faut dire Agni. Mais moi aussi, non. Tu as insulté. On est où là? On est où là, cher ami? Merci beaucoup et puis rendez-vous pour une émission demain. Ok, au revoir les gars.